15 mars 1987, 8 heures du matin. Le gérant du restaurant Buenos Alaska téléphone à Cheryl Chapman et l'informe que sa sœur Nancy ne s'est pas présentée pour son service de ce matin. Il raconte qu'il a déjà essayé d'appeler plusieurs fois sans pouvoir lui parler, et que sa voiture est toujours sur le parking depuis vendredi. Cheryl et son mari Paul se précipitent à l'appartement de Nancy à Anchorage. En entrant, ils trouvent des signes d'une routine matinale interrompue, reste de petit déjeuner sur la table, la boîte à pourboire vide. Paul suit le couloir pour vérifier les chambres et revient en quelques secondes. Il saisit Cheryl par les épaules et l'avertit qu'elle ne doit pas y aller, car tous sont morts. La police arrive et confirme la terrible découverte. Nancy Newman, 23 ans, et ses filles Melissa et Angie, âgées respectivement de 8 et 3 ans, ont été brutalement assassinées. Nancy et Melissa ont été étranglées avec des têtes d'oreiller et sexuellement abusées. Melissa avait une seconde taie attachée au poignet, indiquant qu'elle a été retenue pendant l'attaque. Angie a eu la gorge tranchée avec une telle violence qu'elle a été presque décapitée. Le sergent détective Michael Grimm, en arrivant sur la scène, identifie immédiatement le cas comme médico-légal. Il n'y avait pas de signe d'effraction, suggérant que les victimes connaissaient leur assassin. Restez jusqu'à la fin pour comprendre chaque détail de ce crime qui a choqué même les enquêteurs les plus expérimentés du FBI. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune vidéo sur des cas criminels réels. Nancy Newman, 23 ans, vivait à Anchorage avec son mari John et ses deux filles, Melissa, 8 ans, et Angie, 3 ans. La famille avait déménagé de Twin Falls, Idaho, vers l'Alaska en 1985, lorsque John a obtenu un emploi comme opérateur d'équipements lourds. Nancy occupait 2 emplois, elle travaillait à mi-temps chez H&R Block pendant la journée et comme serveuse au restaurant Buenos Alaska le soir. Ses collègues la décrivaient comme extrêmement fiable et populaire auprès des clients, connu pour son sourire facile et sa personnalité chaleureuse. John Newman avait subi un accident de travail avec un chariot élévateur en 1986, amenant l'agence d'État pour l'emploi à financer sa requalification comme serrurier. Au moment des meurtres, il était en Californie depuis 2 mois pour un programme de formation qui avait commencé le 3 janvier 1987. La sœur de Nancy, Cheryl Chapman, vivait également à Anchorage avec son second mari, Paul. Les sœurs étaient très proches. Cheryl travaillait également comme serveuse dans le même restaurant que Nancy depuis l'été 1986. Les familles s'occupaient souvent des enfants les unes des autres et passaient leur temps libre ensemble. La veille des meurtres, le 13 mars 1987, Nancy a dîné avec Cheryl et Paul au restaurant pendant que la fille de Cheryl gardait les filles. Ensuite, ils sont allés à l'appartement de Nancy où ils ont parlé pendant 1 heure de plus. Nancy a laissé sa voiture sur le parking du restaurant, Paul promettant de la ramener le lendemain. C'était la dernière fois qu'il voyait Nancy vivante. Melissa était décrite comme une élève appliquée qui aimait nager, tandis que la petite Angie était une enfant joyeuse et bavarde. La normalité de cette dernière soirée en famille rendrait encore plus choquante la violence qui suivrait moins de 24 heures plus tard. Le dimanche matin, 15 mars, le téléphone a sonné chez les Chapman. Le gérant du restaurant était inquiet, Nancy ne s'était pas présentée à son service et ne répondait pas aux appels. Sa voiture restait sur le parking depuis vendredi. Avec un pressentiment troublant, Cheryl et Paul se sont précipités à l'appartement de sa sœur et ont découvert une scène qui changerait leur vie à jamais. Lorsque le premier policier est arrivé à l'appartement des Newman, il a rapidement évalué la situation et pris une décision cruciale qui façonnerait toute l'affaire, préserver la scène de crime intacte. Même lorsque les ambulanciers sont arrivés, ils ont été empêchés d'entrer, car les victimes étaient clairement sans vie et toute perturbation pourrait compromettre des preuves vitales. L'officier Gilles Gifford, l'une des premières à arriver, a commenté que malgré l'habitude de travailler sur des cas d'homicide, quelque chose de cette ampleur était difficile à assimiler même pour des officiers expérimentés. Le sergent détective Michael Grimm, responsable de l'unité d'homicide, d'agression et de vol du département de police d'Anchorage, a immédiatement reconnu l'importance des preuves médico-légales dans cette affaire. Les enquêteurs ont remarqué plusieurs détails révélateurs sur la scène. L'absence de signes d'effraction suggérait que le tueur avait accès à l'appartement où étaient connues des victimes. L'appartement n'avait pas été mis sens dessus-dessous comme ce serait typique dans un cambriolage ordinaire. La routine matinale semblait avoir été brusquement interrompue, des bols de céréales partiellement consommés et une tasse de café encore sur la table indiquaient que la famille était au milieu du petit déjeuner lorsque l'attaque s'est produite. Une cigarette de la marque Camel, que Nancy ne fumait pas, était dans le cendrier de la cuisine, suggérant la présence d'un visiteur peu avant les décès.
La boîte à biscuits où Nancy gardait ses pourboires était vide, et des objets spécifiques manquaient, le sac à main de Nancy, les clés de John, un chéquier, des bijoux, un portefeuille et du matériel de photographie. Le plus intriguant était qu'il y avait une boîte à biscuits identique dans le réfrigérateur qui n'avait pas été touchée, suggérant que le criminel savait exactement où Nancy gardait son argent, ne fouillant pas l'appartement au hasard. La police d'Anchorage a employé des méthodes méticuleuses pour recueillir des preuves. Les enquêteurs ont divisé chaque pièce en cadrans et aspiré systématiquement chaque section en utilisant un accessoire de filtre spécial qui capturait jusqu'au plus petit fragment de preuve. Un laser à argon portable a été utilisé pour détecter les cheveux et les fibres invisibles à l'œil nu, les faisant fluorescer lorsqu'ils étaient exposés à la lumière. Des techniques de traitement au luminol ont été appliquées pour révéler des traces de sang non visibles, qui fluoresceraient lorsqu'elles étaient présentes. Cette méthode a révélé l'empreinte d'un couteau qui correspondait à un manquant dans l'ensemble de cuisine. Les enquêteurs ont également rempli l'appartement de vapeur de supercolle, un processus qui rend les empreintes digitales plus visibles et plus faciles à collecter. Chaque fibre, cheveu et empreinte digitale a été documentée et cataloguée avec précision. Cette attention méticuleuse aux détails serait cruciale pour résoudre l'affaire. Le défi initial était immense. Comme l'a expliqué le détective Grimm, le crime s'est produit dans un complexe d'appartements entouré d'autres bâtiments similaires, avec des centaines de logements dans cette zone à vérifier. Les enquêteurs ont commencé des entretiens avec des voisins qui auraient pu voir ou entendre quelque chose de suspect, des membres de la famille, en commençant par le mari John Newman, qui était en Californie, et le beau-frère Paul Chapman, des collègues de travail de Nancy du restaurant Gueniès, et toute personne ayant eu un contact récent avec la famille. La brutalité du crime, surtout contre les enfants, indiquait une colère personnelle que les enquêteurs voyaient rarement dans les cas d'invasion aléatoire ou de vol. La nature des attaques suggérait que le tueur connaissait les victimes et avait un motif fort. La façon dont Angie, âgé de seulement 3 ans, a été attaqué avec une sauvagerie particulière, sa gorge coupée plusieurs fois, indiquait un niveau de colère dirigé spécifiquement vers l'enfant le plus jeune. Compte tenu de la complexité de l'affaire et du volume de preuves recueillies, le département de police d'Anchorage a rapidement réalisé qu'ils auraient besoin d'aide supplémentaire. Ils ont contacté le FBI, qui a envoyé des spécialistes de l'unité de sciences comportementales à Quantico, Virginie, et du laboratoire criminel à Washington DC. L'agent spécial Jude Ray, spécialiste de la création de profils criminels, a été assigné à l'affaire, tandis que le spécialiste en cheveux et fibres Doug Diedrich a été chargé d'analyser les centaines d'échantillons recueillis sur la scène. Alors que les laboratoires du FBI commençaient à traiter les preuves physiques, l'agent spécial Jude Ray s'est plongé dans la psychologie derrière le crime. Pour Ray, chaque élément de la scène transmettait des informations précieuses sur l'esprit du tueur. Nous regardions les actions et les actes des individus après que cela s'est produit et essayions de prédire le type de personnalité, a-t-il expliqué plus tard. Une vision composite de quel type d'être humain aurait pu faire cela. Après avoir examiné en détail les photographies de la scène de crime et les rapports de police, Ray a identifié des modèles révélateurs. La nature désorganisée du crime indiquait un tueur avec une faible estime de soi et des sentiments profonds de rejet social. Vous savez qu'il a été rejeté par la société au fil des ans et maintenant c'est le moment pour lui de rejeter la société, a observé Ray. La quantité disproportionnée de violence, particulièrement contre l'enfant le plus jeune, suggérait une colère personnelle extrême et incontrôlée. Ray a alerté les détectives d'Anchorage que ce crime les alarmait tellement, 3 victimes à la fois, dont 2 enfants, qu'il y avait un risque réel de récidive. Nous devons faire quelque chose fonctionner sur cela immédiatement parce qu'il semble que cette personne est hors de contrôle, a-t-il souligné, et il y a le potentiel qu'il le fera à nouveau dans un avenir très proche. Sur la base des rapports d'autopsie qui confirmaient l'abus sexuel de Nancy et Melissa, Ray a construit un profil détaillé du suspect. L'agresseur serait un homme blanc dans la vingtaine. Quelqu'un avec un historique d'agression sexuelle antérieure. Une personne avec une performance sociale et professionnelle faible. Quelqu'un de familier aux victimes, possiblement rejeté par Nancy. Un individu qui pourrait sembler coopératif avec l'enquête, s'immisçant même dans l'affaire. Quelqu'un d'impulsif et incontrôlé, capable de fuir s'il sentait la pression augmenter. Ce profil n'était pas seulement théorique, chaque élément était basé sur des modèles comportementaux observés dans des cas antérieurs et sur les spécificités de ce crime. Ray était particulièrement intrigué par la colère dirigée vers la petite Angie. Contrairement aux autres victimes qui ont été étranglées, Angie a eu la gorge coupée plusieurs fois avec une violence qui suggérait une haine personnelle. Cela indiquait que le tueur connaissait probablement l'enfant et avait un ressentiment spécifique contre elle. Les enquêteurs d'Anchorage,
suivant les directives du profil comportemental, ont commencé à rétrécir le cercle des suspects. Initialement, ils ont considéré un jeune homme qui avait récemment déménagé dans un appartement proche des Newman. Cependant, des voisins et des amis ont confirmé qu'ils n'avaient jamais rencontré Nancy ou ses filles, contredisant un élément crucial du profil de Ray, la familiarité avec les victimes. L'insistance de Ray que le tueur connaissait personnellement les victimes a conduit les enquêteurs à reconsidérer leur connexion familiale. C'est à ce moment qu'un nom est apparu à plusieurs reprises dans les conversations, Kirby Anthony, le neveu de 23 ans de John Newman. Kirby avait récemment séjourné dans l'appartement des Newman et, selon des rapports, Nancy lui avait demandé de déménager peu avant les meurtres. Le profil comportemental de Ray s'est avéré extraordinairement précis. Au fur et à mesure que les enquêteurs en apprenaient davantage sur Kirby Anthony, chaque élément du profil commençait à s'emboîter avec une précision troublante. Le travail de Ray n'a pas seulement aidé à orienter l'enquête, mais deviendrait éventuellement une référence dans l'histoire médico-légale. Ce serait la première affaire où le témoignage d'un profileur du FBI serait accepté dans un tribunal américain. Alors que le profil comportemental tracé par Jude Ray pointait vers quelqu'un proche de la famille Newman, les enquêteurs ont commencé à examiner minutieusement le neveu de John Newman, Kirby Anthony. Né le 23 décembre 1963 à Twin Falls, Idaho, Kirby avait 23 ans et portait un tempérament que ses amis décrivaient comme irrationnel et instable. Kirby était arrivé à Anchorage environ 1 an et demi avant les meurtres, accompagné de sa petite amie Debbie. Le couple n'avait initialement nulle part où rester, alors John et Nancy Newman, démontrant l'hospitalité familiale, ont temporairement offert leur maison. Cette décision, prise par compassion, s'avérerait fatidique. En décembre 1986, Kirby et Debbie ont obtenu des emplois sur un navire-usine de pêche appelé Arctic Enterprise. Ces navires de traitement du poisson passent souvent des semaines ou des mois en mer, avec des équipages travaillant en longue période. Avant de partir, le couple a commencé à se débarrasser de ses biens. C'est pendant cette période que Nancy, à l'insu de son mari, a prêté $500 à Kirby, de l'argent dont elle n'a parlé qu'à la mère de celui-ci, Peggy Anthony, qui était la sœur de John. La vie sur le navire a pris un tournant inattendu pour le couple. Debbie, fatiguée de la violence constante de Kirby, a profité de la présence d'autres travailleurs comme protection pour mettre fin à la relation. Pendant tout le temps que nous avons été ensemble, Kirby avait un tempérament violent et j'avais constamment peur pour ma vie, déclarerait-elle plus tard. La situation a empiré lorsque Debbie a commencé à fréquenter un autre travailleur du navire, Doug Anderson. Le comportement de Kirby s'est rapidement détérioré. Sa colère était si intense qu'il est allé jusqu'à commenter à un autre membre d'équipage qu'il voulait tuer Doug. L'instabilité émotionnelle a entraîné son licenciement, étant forcé de quitter le navire le 13 février 1987. De ce point, il a pris un avion de retour à Anchorage et s'est dirigé directement en taxi vers l'appartement des Newman. À son arrivée, personne n'était à la maison. Kirby a attendu dans le taxi jusqu'à ce que Nancy et Cheryl apparaissent, puis a abordé sa tante avec une histoire sur la rupture avec Debbie, disant qu'il ne pourrait pas rester sur le même navire qu'elle. Nancy, à contre-séhur, lui a permis de rester, mais lorsque John l'a découvert lors d'un appel téléphonique de Californie, il a exprimé une profonde insatisfaction face à cet arrangement. John avait un mauvais pressentiment à propos du neveu, bien qu'il ne connaissait pas les problèmes juridiques que Kirby avait rencontrés en Idaho, des informations que Peggy, mère de Kirby et sœur de John, n'avait jamais partagées avec le couple. Suivant les instructions de son mari, Nancy a demandé à Kirby de déménager. Il a verbalement accepté, mais sa réaction interne était de fureur. Il a trouvé un logement chez une connaissance nommée Dan Grant, mais le ressentiment contre les Newman fermentait apparemment. Le 13 mars, alors que Nancy dînait avec Cheryl et Paul au restaurant Gueniès, Kirby participait à une fête arrosée de cocaïne chez un ami, fait qui serait confirmé ultérieurement et fournirait une partie de son alibi pour cette nuit-là. Ce qui s'est passé le lendemain matin, entre 7h et midi, lorsque Kirby aurait supposément visité l'appartement des Newman, deviendrait le centre de l'enquête criminelle. Les mouvements de Kirby ce samedi matin, 14 mars, sont devenus de plus en plus suspects à mesure que les détectives approfondissaient l'interrogatoire. Initialement, il a affirmé avoir quitté la fête à 7h05, réveillé son colocataire pour le travail, puis regardé la télévision. Il a mentionné qu'il avait appelé Nancy ce matin-là, supposément juste pour lui rendre visite, rendre l'argent emprunté et éventuellement laver quelques vêtements. Son récit incluait être allé chez un ami vers 8h45 pour laver des vêtements, y arrivant à 9h. Cependant, lorsqu'il a été interrogé, l'ami a affirmé que Kirby n'était pas apparu avant entre 10 et 11h,
créant une divergence de 2 heures cruciale dans son alibi. Confronté à cette incohérence, Kirby a improvisé qu'il s'était arrêté au Burger King pour le petit déjeuner, s'asseyant dans le parking. Lorsque les employés du restaurant ont nié avoir vu quelqu'un dans le parking ce matin tranquille, il a à nouveau changé son histoire, alléguant qu'il s'était garé de l'autre côté de la rue. Ce modèle d'histoire changeante avec des lacunes convenables et un alibi non vérifiable a commencé à alarmer les enquêteurs. Comme l'observerait plus tard le détective, c'était ces petits mensonges qui n'étaient pas nécessaires, mais qui nous ont été lancés. Chaque nouvelle interview révélait des incohérences supplémentaires, Kirby ajustant constamment son récit pour s'adapter aux nouvelles questions, un comportement qui correspondait précisément au profil tracé par Jude Ray. Ce modèle de mensonge et de comportement manipulateur n'était pas nouveau pour Kirby Anthony. Alors que les enquêteurs approfondissaient la recherche sur son passé, ils ont découvert un passé sombre que la famille Newman ignorait complètement, un historique de violence et de criminalité qui remontait à son adolescence à Twin Falls, Idaho. Fils d'un camionneur nommé Noah Anthony, connu sous le nom de Tony, et d'une serveuse nommée Peggy, Kirby est né le 23 décembre 1963, le plus jeune de 5 frères et sœurs. Son enfance a été marquée par la violence domestique. Le père, souvent absent en raison du travail, était brutalement violent lorsqu'il était à la maison. Kirby a décrit une fois un incident où sa mère a tiré sur la hanche de son père après qu'il ait battu l'un des frères de Kirby pour avoir oublié de nourrir le chat de la famille. Cet environnement chaotique et violent semble avoir façonné son comportement dès le début. À l'âge de 14 ans, en mars 1978, Kirby a eu sa première rencontre avec le système judiciaire, étant accusé de vol au premier degré. Il a reçu une peine avec sursis et 1 an de probation. Seulement 3 mois après la fin de cette probation, en juin 1979, il a été arrêté à nouveau lorsqu'un de ses frères a été surpris en train de voler de l'essence d'une autre voiture. Cet incident lui a valu 2 années supplémentaires de probation. 8 mois plus tard, Kirby a escaladé vers des crimes plus graves. Il a été accusé d'avoir tenté de bombarder un bâtiment, spécifiquement son école, en utilisant des ballons remplis d'acétylène. Lorsqu'il a été attrapé, il a admis sa culpabilité et a reçu 30 jours de détention juvénile avec une extension de sa probation. Le 4 juillet 1980, il a été détenu avec d'autres mineurs pour avoir pénétré dans un établissement commercial. Alors que les autres volaient de l'argent des caisses enregistreuses, Kirby a volé 2 bouteilles de whisky. Les tribunaux, réalisant que Kirby ne pouvait pas se tenir à l'écart des problèmes par lui-même, l'ont envoyé dans un centre de service pour jeunes. Il y a passé 4 mois, recevant des conseils, complétant son diplôme d'études secondaires et commençant une formation de mécanicien. Lors de sa libération, un rapport indiquait qu'il avait 40% de chances de récidive criminelle, une prévision qui s'avérerait conservatrice. À 16 ans, Kirby a perfectionné sa capacité à manipuler le système. Il entrait et sortait des tribunaux, convainquant ses conseillers qu'il s'était réformé. Le centre de service pour jeunes est allé jusqu'à écrire une évaluation positive aux tribunaux, recommandant le retrait des accusations en suspens. Le 6 janvier 1982, Kirby a commis l'un de ses crimes les plus troublants à ce jour. Il a fait irruption dans la maison de Thelma Stahl, une dame qui vivait seule en fauteuil roulant. Sous la menace d'une arme, il a volé son argent, l'a attachée et lui a pulvérisé du spray au poivre au visage. Pour l'empêcher d'appeler à l'aide, il a emporté le téléphone en partant. Thelma a été retrouvée plus tard par son fils, qui a appelé la police. Elle a facilement identifié Kirby, qui a avoué le crime et a été condamné pour agression criminelle. Ses relations personnelles étaient également marquées par la manipulation et la violence. En 1982, il a commencé à sortir avec Kim Hawkins. Dans un incident révélateur, Kirby a joué le héros en sauvant des lapins que ses amis prévoyaient d'incendier et de jeter d'un pont. Il a ramené Kim à la maison, lui faisant croire qu'il avait sauvé les animaux, seulement pour retourner au pont et participer à l'acte cruel avec ses amis. Quand Kim a essayé de mettre fin à la relation, Kirby est apparu à sa maison et a commencé à l'étrangler. Elle n'a échappé que parce que le frère et les amis de Kirby sont intervenus. Malgré cela, Kirby a menacé de la tuer si elle commençait à sortir avec quelqu'un d'autre. Dans les années qui ont suivi, même en fréquentant d'autres femmes, il continuait à harceler Kim, y compris après son mariage. Le cas le plus grave, cependant, s'est produit dans la nuit du 27 juillet 1985. Michelle Buttel, une fille de 12 ans, a été violée, battue et étranglée au canyon Rock Creek en périphérie de Twin Falls. Elle a été laissée pour morte, mais a été retrouvée et emmenée à l'hôpital. Lorsque la police l'a interrogée le jour suivant, elle ne pouvait pas se souvenir de ce qui s'était passé.
les enquêteurs ont trouvé une paire de sandales près de l'endroit où Michelle a été retrouvée. Ces sandales appartenaient à un homme nommé Sam Berry, qui a dit à la police qu'il les avait prêtées à Kirby Anthony. Les explications contradictoires de Kirby sur les sandales et le refus de fournir les vêtements qu'il portait la nuit du crime ont soulevé des soupçons. Debbie, sa petite amie à l'époque, savait qu'il avait menti au sujet des vêtements, mais n'a rien dit. Kirby a promis de coopérer à l'enquête, mais au lieu de cela, il s'est enfui en Alaska avec Debbie. Le spécialiste du FBI en cheveux et fibres, Doug Diedrich, a fait face à une tâche monumentale en analysant plus de 300 objets recueillis sur la scène du crime. Pour mieux comprendre comment les poils se transfèrent entre environnements, il a mené une expérience dans sa propre maison, aspirant 4 pièces différentes quotidiennement pendant 2 semaines. Cette enquête a révélé que les poils déposés récemment restaient en meilleures conditions que les plus anciens, un fait crucial, car Nancy avait nettoyé l'appartement le vendredi, veille des meurtres. Lorsque Kirby a fourni des échantillons pour élimination, Diedrich a fait des découvertes incriminantes. Des poils pubiens identiques à ceux de Kirby ont été trouvés sur les corps des victimes et sur la literie. Un poil pubien avec une capsule d'œuf de poux a été identifié sur la serviette de bain. Des poils faciaux compatibles avec sa barbe étaient sur les 3 victimes. Lorsqu'il a été examiné, Kirby présentait une infestation active de poux pubiens, une correspondance presque unique. De plus, les enquêteurs ont trouvé des empreintes digitales cruciales, la paume gauche de Kirby sur le mur au-dessus du lit de Melissa, suggérant qu'il s'y était appuyé pendant l'attaque, ses empreintes digitales sur la boîte à biscuits vide où Nancy gardait les pourboires et à l'arrière de la porte de sa chambre. Un détective a ingénieusement menti à Kirby, disant qu'il avait trouvé ses cheveux sur les gants vert olive de la commode de Nancy. Au lieu de nier, Kirby a inventé une histoire sur les avoir utilisés pour nettoyer la neige de la voiture, quelque chose d'improbable, puisque les registres météorologiques montraient qu'il n'avait pas neigé significativement cette semaine-là. Le comportement de Kirby après les meurtres l'a également incriminé. Comme prédit par l'agent Ray, il a manifesté un intérêt inhabituel pour l'enquête, appelant fréquemment le département de police. Un voisin a rapporté que Kirby avait essayé de lui vendre l'appareil photo de John Newman et avait payé des dettes avec des pièces de 25 et 10 cents soigneusement enroulées, exactement comme Nancy gardait ses pourboires. Le plus révélateur étaient les détails spécifiques que Kirby a mentionnés. Dans une boîte de nuit, il a raconté à une femme que Nancy a dû regarder pendant que Melissa était abusée sexuellement. À une autre occasion, il a dit à Carol Hawkins, mère de son ex-petite amie, que Nancy avait été violée et l'une des filles poignardée, des informations que la police avait retenues des médias et que seul le meurtrier pouvait connaître. Lorsqu'un détective a fixé un rendez-vous pour discuter des résultats de laboratoire, Kirby ne s'est pas présenté. Lorsqu'il a été formellement accusé d'homicide, d'agression sexuelle et d'enlèvement, sa réaction a été surprenante. Au lieu de protester contre les accusations les plus graves, il s'est exclamé indigné, « C'était cette merde d'enlèvement ?» faisant référence au fait que Melissa avait été attachée pendant l'attaque. Sentant l'étau se resserrer, Kirby a fait un mouvement désespéré. Il a dit à son colocataire Dan Grant qu'il quittait la ville et lui a demandé de ne pas le dire à la police. Grant a mis 7 heures pour alerter les autorités, temps suffisant pour que Kirby avance significativement en direction de la frontière canadienne. La police d'Anchorage a rapidement contacté la patrouille frontalière et, lorsque Kirby a tenté de traverser, il a été empêché en raison de son permis de conduire suspendu. Ne sachant pas que la police était déjà alertée, il est retourné du côté américain, où il a finalement été arrêté. Le procès a commencé en avril 1988, avec l'accusation présentant les preuves médico-légales et le témoignage pionnier du profileur Jude Ray, la première fois que le témoignage d'un expert en profilage comportemental était accepté dans un tribunal américain. Debbie, l'ex-petite amie de Kirby, a fourni un témoignage dévastateur sur son comportement violent et sa tendance à mentir compulsivement. Contre l'avis de ses avocats, Kirby a témoigné pour sa propre défense, une décision désastreuse qui a exposé ses incohérences lorsqu'il a été confronté à des enregistrements antérieurs. Un moment crucial s'est produit lorsque le procureur a lu des lettres de prison où Kirby analysait en détail les temps du crime et exprimait sa haine pour John Newman, qui venait de perdre sa femme et ses filles. En juin 1988, le jury l'a déclaré coupable de toutes les accusations. Le juge a prononcé une sentence historique, 99 ans pour chaque meurtre consécutivement, 30 ans pour chaque agression sexuelle et 99 ans pour l'enlèvement, totalisant 357 ans de prison. Kirby Anthony a été marqué comme l'un des criminels les plus brutaux de l'histoire de l'Alaska. Si vous avez été impressionné par cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de cas criminels analysés en profondeur. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et activez les notifications pour être alerté de nos prochaines vidéos.
Votre soutien est fondamental pour que nous continuions à apporter du contenu de qualité sur des cas qui ont marqué l'histoire criminelle. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour le prochain cas.